Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle de Magic et surtout de Commander multijoueur en mode fun et détendu. Je suis Sir Galahad et je m'engage à vous expliquer un nouveau deck. Et notre commandeur du jour sera Zirna, éveilleur de l'aube. C'est une créature élémentale et renard 3/3 qui sort sur 2 manas colorés et une mana incolore, chacune de ces manas colorées pouvant être payées aussi bien avec du mana blanc qu'avec du mana rouge. Donc on peut le payer soit pour 2 rouges et une incolore, soit 2 blanches et une incolore, soit une rouge, une blanche et une incolore. Les capacités que nous activons qui ne sont pas des capacités de mana coûtent 2 de moins à activer, ça ne réduit le coût que des manas incolores et ça ne peut pas réduire le coût à moins de 1 mana minimum. Et en plus, si on tape une mana et notre créature, on va pouvoir dire qu'une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. On utilisera relativement rarement cette capacité, c'est pas sur ça que va être basé notre plan de jeu. Comme on va le voir, notre but est surtout d'optimiser l'utilisation de la réduction du coût de mana de notre commandeur. Donc beaucoup de cartes vont avoir des capacités activées qui coûtent de la mana et on va profiter de ces capacités avec leur coût réduit. Donc par exemple, le monolithe de basalte, quand on l'engage, il nous donne 3 mana incolores et pour 3 mana incolores, on peut le dégager. Avec notre commandeur, ça nous coûte que une mana de le dégager, ce qui veut dire qu'on a potentiellement une infinité de mana incolore avec le monolithe de basalte. On va pouvoir, si jamais on a aussi en jeu le Gemstone Array, pouvoir stocker même cette mana pour la conserver d'un tour à l'autre. En effet, le Gemstone Array dit que pour 2 mana incolores, on peut mettre un marqueur charge sur lui, et à tout moment, on peut retirer des marqueurs charge pour ajouter autant de mana coloré à notre réserve que le nombre de marqueurs charge qu'on a retiré. Évidemment, comme on réduit le coût, cela veut dire que pour une mana, on met un marqueur charge, et quand on récupère la mana qu'on a investie. Donc ça nous coûte absolument rien de stocker notre mana sur cet artefact. Et donc à la fin des tours, quand on va perdre la mana, on va remplir notre artefact du plus de mana possible pour la conserver pour le tour d'après. En plus, c'est de la mana colorée et ça va vraiment être très intéressant. On va le voir plus tard dans notre plan de jeu. Ensuite, nous avons donc les tresses de feu, Braid of Fire. C'est un enchantement qui est extrêmement puissant puisqu'il a un entretien cumulatif. C'est une mécanique un peu ancienne qui est plus trop utilisée de nos jours. L'entretien cumulatif, ça veut dire que, en fait, la première fois, on va devoir payer cet entretien une fois, la deuxième fois deux fois, la troisième fois trois fois, et ainsi de suite. À chaque fois que ça vient au début de notre tour, à notre phase d'entretien, ce coût augmente. Donc, ce qui veut dire que son coût d'entretien étant d'ajouter de la mana rouge à notre réserve de mana, au premier entretien, on va gagner une mana rouge. Au deuxième entretien, on va gagner deux mana rouges, et ainsi de suite. Malheureusement, cette mana ne peut pas être conservée passer la phase d'entretien, puisqu'on change de phase, donc la réserve de mana se vide. Mais avec une carte comme le Gemstone Array, on peut la stocker et la conserver plus tard pour ce tour ou même le tour d'après. Et comme on a énormément d'effets activés dans notre jeu, on pourra de toute façon utiliser cette mana pour activer tous nos nombreux effets qu'on a besoin d'activer, sauf qu'on le fera pendant la phase d'entretien du coup. Ces trois cartes vont fonctionner exactement sur le même principe. Le pyramide du Panthéon, lui, normalement, il faut engager 2 mana pour gagner une mana jusqu'à ce qu'on ait mis 3 marqueurs. Donc on ait fait 3 fois cette action, auquel cas il nous donnera 3 mana d'une couleur à chaque fois qu'on l'engage. Nous, ça ne nous coûtera qu'une mana de mettre un marqueur à chaque fois. Autrement dit, ça va filtrer notre mana en quelque sorte. Et donc ça ne coûtera rien en vérité. Le cube des doubleurs, c'est extrêmement puissant dans notre plan de jeu, puisque pour 3 mana, on engage et on double la quantité de mana qu'il y a dans notre réserve actuelle. Nous, ça nous coûtera seulement une mana, c'est-à-dire que en payant une mana, on va doubler la quantité de mana qui nous reste. C'est-à-dire que si, par exemple, on engage pour avoir 4 mana. On en dépense une pour doubler la réserve. On en avait 3 en réserve du coup, puisqu'on en a dépensé une sur les 4. Et 3 fois 2, 6. Sinon, on passe donc à 6 mana. Si on avait, mettons, 6 mana en réserve, on va en dépenser une pour doubler. Il nous en restait donc 5 fois 2, 10. On passe de 6 à 10. En fait, plus on a de mana, plus l'effet va être important. Le Sampire Clairâme, quant à lui, il dit que pour 2 incolores, il donne le piétinement à une créature ciblée jusqu'à la fin du tour, et si c'est la troisième fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci, alors on va ajouter 3 et 3, 6 et de 8 mana rouges à notre réserve. Donc on a dépensé normalement 6 mana incolores pour avoir 8 mana rouges, donc on gagne 2 mana rouges. Sauf que nous, comme la capacité coûte une de moins grâce à notre commandeur, on va dépenser 3 mana incolores pour avoir 8 mana rouges. C'est extrêmement intéressant parce que combiné par exemple avec le cube des doubleurs, ça veut dire que 3 mana incolores plus la mana pour doubler, à la fin, on obtient pour 4 mana incolores 16 mana rouges. C'est vraiment très très fort.
Le cerf-volant du voyageur et le compas thaumaturgique fonctionnent tous les deux exactement de la même façon. Grâce à notre commandeur, on va payer une seule mana incolore pour les engager, aller chercher un terrain de base dans notre bibliothèque, et ensuite on le met dans ma main et on mélange la bibliothèque. Ça va nous permettre d'être certain d'avoir au moins un terrain par tour à jouer et donc d'augmenter rapidement notre réserve de mana. C'est évidemment très intéressant. Notons cependant que, en plus de faire cela, le compas thaumaturgique a un autre intérêt, c'est qu'une fois qu'on a au moins 7 terrains, au début de notre étape de fin, il se transforme pour devenir lui-même un terrain qui nous donne soit une mana incolore, soit nous permet de nous protéger contre n'importe quelle créature qu'un adversaire pourrait éventuellement envoyer à l'attaque, puisque quand on engage ce terrain, on va dégager la créature attaquante ciblée qu'un adversaire contrôle et la retirer du combat. Et notons aussi la lanterne de révélation qui va faire un peu moins bien, mais presque la même chose. Alors, soit elle nous donne une mana de n'importe quelle couleur, soit on peut l'engager et payer 2 manas seulement grâce à notre commandeur pour regarder la carte du dessus de notre bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, on peut la mettre directement sur le champ de bataille engagé, et si on ne la met pas sur le champ de bataille, on peut la mettre sous notre bibliothèque. Notre jeu peut être un peu long à se mettre en place et surtout, une fois qu'il va commencer à se mettre en place, il va beaucoup attirer l'attention et les joueurs qui connaissent notre commandant vont avoir tendance à s'en méfier, donc à le focus pas mal. Pour ça, on a besoin de pas mal de défense. Alors, on va commencer par ces deux cartes qui n'ont aucune synergie particulière avec notre plan de jeu à la base, mais qui sont de très bonnes cartes de défense. L'espace confiné fait que pas plus de deux créatures ne peuvent nous attaquer à chaque combat, ce qui est évidemment extrêmement fort, surtout contre les jeux qui ont tendance à avoir beaucoup de créatures. Et la goutte de soleil, enfin, dit qu'à chaque fois qu'on subit des blessures, on va mettre autant de marqueurs charge sur elle. Et au début de l'entretien de chaque joueur, on va pouvoir retirer un marqueur charge pour récupérer un point de vie. Donc 4 joueurs, on va pouvoir potentiellement récupérer 4 points de vie par tour grâce à ça. Ce qui veut dire que si on n'a pas perdu plus de 4 points de vie dans un tour complet de jeu, bah, au final on n'a rien perdu. Et quand bien même on en aurait perdu plus de 4, ça va contrebalancer quand même énormément. Ces trois cartes servent à la même chose, protéger nos créatures quand elles sont la cible d'un sort ou d'un effet indésirable. L'invocatrice distinguée va exiler une autre créature ciblée et la renvoyer sur le champ de bataille. Normalement, ça coûte très très cher, mais là, ça ne coûtera qu'une blanche et deux incolores, ce qui reste assez raisonnable pour un contre-sort, c'est à peu près l'équivalent souvent. Et surtout, elle dit en plus qu'à chaque fois qu'une autre créature arrive en jeu sous notre contrôle, on gagne un point de vie. Et comme on va mettre beaucoup de créatures en jeu avec notre deck normalement, ce sera souvent très intéressant aussi cette capacité-là. Le Sigil of the New Dawn lui dit qu'à chaque fois qu'une créature que nous contrôlons va dans le cimetière depuis le champ de bataille, on peut payer une mana blanche et la renvoyer dans notre main. Évidemment, garder une mana blanche désengagée en permanence, ça reste quelque chose d'assez facile à faire, donc c'est quand même très intéressant. La Safe Haven est la moins facile à utiliser des trois, mais c'est un terrain, donc ça c'est dur à contrer malgré tout. On va pouvoir taper une mana, taper la Safe Haven, exiler une créature que nous contrôlons et plus tard, on peut en exiler même plusieurs, hein, tour après tour, et plus tard on va pouvoir sacrifier au début de notre entretien le terrain pour renvoyer sur le champ de bataille toutes les créatures qu'elle avait exilées. Ça prend du temps, c'est pas ultra synergique avec notre plan de jeu, mais c'est une bonne carte de défense facile à utiliser et qui ne coûte qu'une seule mana par utilisation grâce à notre commandeur. Voici 3 cartes maintenant qui vont pouvoir protéger aussi. Donc nous avons Âme de la Nouvelle Phyrexia qui dit que tous les permanents que nous contrôlons deviennent indestructibles jusqu'à la fin du tour. L'Âme de la Nouvelle Phyrexia elle-même est affectée. Elle est 6/6 piétinement et cette capacité ne coûtera que 3 mana à activer seulement grâce à notre commandeur. La Gloire, quant à elle, c'est un 3/3 vol qui ne sera efficace que si elle est au cimetière. Nous n'avons pas vraiment de moyen de la défausser. Enfin, il y a une carte dans notre deck mais de le faire. C'est un peu léger. Néanmoins, une fois au cimetière, pour une mana blanche seulement, on va pouvoir choisir une couleur et donner à toutes nos créatures la protection contre la couleur choisie jusqu'à la fin du tour. Si nous arrivons à la mettre au cimetière, ça peut à elle seule être une condition de victoire tellement c'est violent l'effet que ça donne. Et enfin, pour finir, l'enchantement Safeguard dit que pour une mana blanche seulement grâce à notre commandeur, une créature ciblée ne fait pas de dégâts de combat ce tour-ci. Autrement dit, si on a 2-3 mana blanches détapées et qu'un adversaire nous attaque, on va quasiment pouvoir neutraliser son attaque. L'invocatrice Aube-Gloire, pour 6 mana seulement grâce à notre commandeur, nous permet d'engager toutes les créatures qu'un joueur ciblé contrôle. Étant donné la capacité de notre deck à produire beaucoup de mana, on peut éventuellement bloquer toutes les créatures d'un joueur tous les tours grâce à ça. Ça peut vraiment être très 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 puissant comme effet. Maîtrise de l'art de la guerre, ça peut être utilisé aussi bien en attaque qu'en défense. Ça va nous permettre de choisir qui attaque et qui défend et comment. C'est vraiment très très puissant. Selon comment c'est utilisé, ça peut même nous permettre de détruire une grosse partie des créatures de l'adversaire ou choisir qu'il ne bloque pas du tout et pouvoir faire une attaque massive sans être bloqué, c'est extrêmement violent. L'inversion de Will, quant à elle, c'est un sort qui va nous permettre de rediriger en général un sort de gestion qui ciblait
un de nos permanents et pouvoir le rediriger vers, donc, une autre cible. C'est vraiment extrêmement puissant comme effet. Le dragon fondeur de butin est une créature très puissante, hein. Déjà, c'est une 5/5 vol, donc c'est extrêmement fort évidemment. Mais surtout pour une mana rouge et une seule incolore, donc seulement pour 2 manas, on peut détruire un artefact. En plus, ça va augmenter la force du dragon et on va pouvoir faire ça de façon intensive et neutraliser quasiment tous les artefacts sur champ de bataille qui nous gênent, vu le peu de mana que ça coûte. L'électropuissance, c'est un petit enchantement qui sera pas forcément extrêmement efficace dans notre jeu, mais de temps en temps, il va se passer quelque chose qui fait qu'il va devenir très très puissant, vous verrez. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, on n'a pas besoin de l'avoir lancé, hein, si c'est un jeton ça marche aussi, on peut payer une mana rouge grâce à notre commandeur au lieu d'une rouge et deux incolores, pour faire en sorte qu'elle inflige autant de blessures que sa force à une cible créature ou joueur. Dans certains cas, on le verra, ça peut être extrêmement violent. Et enfin, pour finir, Earthseeker, c'est un équipement qui sort sur 4 et qui s'équipe sur 5, mais c'est une capacité, donc pour nous, ça ne coûte que 3 et il dit que la créature équipée gagne plus de +1 et qu'elle a on peut engager cette créature pour détacher l'artefact, l'équipement de cette créature et détruire une créature ciblée. Ça veut dire que potentiellement pour 3 manas, chaque fois qu'on va payer 3 manas, on pourra engager une de nos créatures et détruire une créature adverse. C'est évidemment extrêmement puissant. Et on va finir avec ces 2 belles créatures légendaires. Le premier c'est Jiwari. Lui, il dit que pour une mana rouge et X, je l'engage et je fais X points de dégâts à une créature qui n'a pas le vol ciblé. Alors le X sera réduit de 2, ça veut dire que pour une seule mana rouge, je vais faire 2 points de dégâts. Pour une rouge et 4 mana incolores, par exemple, je ferai 6 points de dégâts. C'est extrêmement violent, c'est comme si on avait le sort boule de feu à notre disposition tous les tours, sauf que là en plus c'est une petite créature 3/3 et ça peut éventuellement être utilisé pour frapper quand l'adversaire n'a plus de créature en défense. Kumano, lui, va dire que pour chaque mana rouge que l'on tape, il va nous donner un point de dégâts à une cible créature ou joueur. Et si jamais une cible qui est détruite a subi des dégâts de Kumano ce tour-ci, alors elle sera exilée au lieu d'être détruite. C'est extrêmement intéressant parce que même en faisant des petits pings, un adversaire qui attaque un autre adversaire, par exemple, pour peu de mana, on va pouvoir exiler potentiellement la créature attaquante et la créature bloqueuse. C'est extrêmement intéressant évidemment. On commence par 3 cartes qui sont déjà pas forcément mauvaises en temps normal, mais qui deviennent très intéressantes dans notre deck. L'Arche d'Orasca, dès lors qu'on aura l'Ascension de la Cité, c'est-à-dire dès lors qu'on contrôle au moins 10 permanents, sachant que même si ce nombre devrait retomber en dessous de 10 plus tard, on gardera l'Ascension de la Cité quoi qu'il arrive. C'est un terrain qui dit que pour 3 mana, on peut l'engager et piocher une carte. Normalement, ça coûte 5, mais grâce à notre commandeur, ça coûtera que 3. L'Encyclopédie ésotérique, elle, c'est encore mieux, on piochera une carte pour seulement une mana. Et l'Ornement du Breeder, on peut l'engager pour avoir de la mana, donc déjà ça c'est très très bien. Et si jamais il y a besoin, pour 2 mana, on peut piocher une carte. Le miroir de Galadriel va nous faire regard 1 puis piocher une carte. Normalement, cette capacité coûtera maximum 2 mana, puisque le coût de base c'est 5, -1 parce que notre commandeur est une créature légendaire, et -2 parce qu'il est réduit de 2, donc ça fait plus que 2. Et pour peu qu'on contrôle une deuxième créature légendaire, eh bien ça ne coûtera plus que 1 mana de faire regard 1 et piocher une carte. Je trouve que c'est très très bien pour quelque chose qui nous coûtait que 2 mana au départ. Le codex de Joda, lui, coûte un peu cher, il coûte 5 mana, mais ça reste une carte que j'avais envie de mettre dans le deck malgré tout. Donc il va coûter de base 3 puisqu'on aura une montagne et une plaine, donc ça réduit de 2 le coût, et on réduit encore de 2 grâce à notre commandeur. Ça veut dire que pour une seule mana, on piochera une carte. Ça reste quand même très intéressant une fois que c'est en jeu. Pouvoir piocher une carte de plus tous les tours pour une mana, c'est très intéressant évidemment. La baguette du devineur, c'est un équipement, donc on va équiper que pour une seule mana au lieu de 3, donc déjà ça c'est très très bien. Et il dit que la créature équipée gagne à chaque fois qu'on pioche une carte, elle gagne +1/+1 et gagne le vol jusqu'à la fin du tour. Rien que ça, c'est déjà très intéressant parce que si la créature est équipée au début du tour, elle va déjà devoir de base avoir le vol. Et ensuite, elle dit surtout qu'à chaque fois qu'on va payer 2 mana, on va pouvoir piocher une carte et on va pouvoir faire ça autant de fois qu'on le souhaite. Et donc notre commandeur va réduire de moitié, hein, carrément le coût de cette capacité qui devient du coup tout à fait accessible. Si on arrive à avoir beaucoup de mana comme on peut le faire avec certaines synergies de notre deck, ça peut mettre vraiment beaucoup, beaucoup de cartes dans notre main et nous donner une énorme tempo pour le tour d'après.
La plateforme de mana est un artefact que j'aime particulièrement. Il dit qu'à chaque fois qu'on lance un sort multicolore, on va pouvoir créer un jeton lithoforce engagé. Un jeton lithoforce, c'est un artefact qui donne de la mana quand on l'engage, mais sauf que cette mana ne peut pas être dépensée pour lancer un sort non artefact. Donc on peut s'en servir soit pour lancer des sorts artefacts, soit pour activer des capacités. Et ça tombe bien, la capacité de cet artefact coûte que de l'incolore. Alors, il dit que pour XXX, on peut regarder les X cartes du dessus de notre bibliothèque et mettre jusqu'à deux d'entre elles dans notre main et le reste sous notre bibliothèque. Ça veut dire que pour 3 mana, on pioche une carte, pour 6 mana, on pioche deux cartes, pour 9 mana, on regarde parmi les 3 prochaines cartes et on en prend deux. Comme notre commandeur réduit ce coût de 2, ça veut dire que pour piocher une carte, ça nous coûte que une mana, et pour en piocher deux, ça nous en coûte que 4. Et à chaque fois qu'on va lancer un sort multicolore, on va réduire ce coût de 1, ce qui veut dire que si on a lancé au moins un sort multicolore, piocher une carte sera gratuit tous les tours. On pourra engager notre lithoforce pour piocher une carte. Plarg, le doyen du chaos, quant à lui. Quand on l'engage, on peut défausser une carte pour piocher une carte. C'est un des moyens de mettre la créature La Gloire au cimetière pour donner la protection contre une couleur de notre choix à toutes nos créatures. Mais surtout, c'est sa deuxième capacité qui nous intéresse. Pour une rouge et deux incolores, donc on en dit pour 3 mana, grâce à notre commandeur, on peut l'engager, révéler les cartes du de bibliothèque jusqu'à ce qu'on révèle une carte non légendaire, non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, c'est-à-dire à peu près le coût qu'on aura payé finalement. On peut lancer cette carte sans payer son coût de mana et mettre le reste sous notre bibliothèque. C'est-à-dire que pour 3 mana, on ne se contente pas de piocher une carte, on va la jouer gratuitement. C'est vraiment très très fort, je trouve. Et Aube de l'Espoir, quant à lui, c'est un enchantement qui dit qu'à chaque fois qu'on gagne des points de vie, on peut payer une mana grâce à notre commandeur au lieu de deux. Si vous faites ainsi, on pioche une carte. En combinaison avec Invocatrice distinguée ou Goutte de Soleil, ça va nous permettre de piocher massivement des cartes. Mais même tout seul, il va faire ce qu'il faut puisque pour une mana blanche et une incolore, c'est-à-dire pour seulement deux mana, on crée un jeton de créature 1-1 blanche soldat avec le lien de vie. Et donc, ce jeton de créature, à chaque fois qu'il va nous faire gagner un point de vie, on pourra engager une mana pour piocher une carte. C'est extrêmement fort pour une carte qui, à la base, nous a coûté seulement 2 mana à poser. Et on va finir ce chapitre avec deux cartes que j'aime énormément. La Citanule Flûte pour commencer, c'est un artefact qui sort sur 5 mana, donc c'est un petit peu cher à poser, mais rappelez-vous qu'on peut avoir beaucoup de mana dans notre jeu s'il sort correctement. Et il dit pour X mana en langage, on va chercher dans notre bibliothèque une carte de créature ayant un coût converti de mana égal à X ou moins, on la révèle et on la met dans notre main. Oui, vous avez bien vu, ça fait un tutor, sauf que ce X coûte 2 de moins grâce à notre commandeur, ce qui veut dire que pour 0 mana, pour un mana, pardon, c'est le minimum, on peut aller chercher une carte dans le coût de converti de mana et de 3 ou moins. C'est extrêmement intéressant quand même. Et ensuite, nous avons le temporal aperture. Alors lui, c'est un artefact qui ne coûte que 2 à poser, on l'utilisera sur 3 seulement grâce à notre commandeur, et l'effet est extrêmement chaotique et amusant, moi j'aime beaucoup personnellement. On mélange notre bibliothèque, ensuite on va révéler la carte du dessus de notre bibliothèque, et jusqu'à la fin du tour, tant que cette carte reste sur le dessus de notre bibliothèque, on peut la jouer comme si elle était dans notre main, et sans payer son coût d'invocation. Le fait que ça dise on peut la jouer et non pas on peut la lancer, ça veut dire que même si c'est un terrain, on peut le jouer. Alors, pour la partie menace, on va commencer par des cartes qui vont nous permettre de rendre nos créatures plus menaçantes et plus fortes, parce qu'on va jouer, vous allez le voir plus tard, pas mal de petits jetons de créatures, et c'est bien si on peut les rendre un petit peu plus agressifs. On va commencer d'abord par le Léonin Sun Standard et le Screeching Phoenix. Ces deux cartes vont faire exactement le même taf dans notre deck. Le premier dit que pour chaque mana blanche, on donne +1/+1 à toutes les créatures qu'on contrôle, et le deuxième dit que pour chaque mana rouge, on donne +1/+0 à toutes les créatures que l'on contrôle. Si jamais on avait les deux en jeu en même temps, ça veut dire qu'en tapant toutes nos mana blanches et toutes nos mana rouges, on va potentiellement rendre tous nos petits jetons 1-1 bien bien vénères. Le Gourdin de bronze, quant à lui, c'est un petit artefact très intéressant, je trouve, dans notre plan de jeu. Il dit qu'à chaque fois qu'on va engager une mana, parce que ça coûte qu'une mana grâce à notre commandeur, peu importe la couleur, c'est une mana incolore, on va jusqu'à la fin du tour faire gagner à la créature équipée plus X plus 0, X étant le nombre de fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci. Autrement dit, la première fois qu'elle se résout, il gagne 1, la deuxième fois, il gagne 3, la troisième fois, il gagne 6, la quatrième fois, il gagne 10, puis 15, 21, et dès la cinquième fois qu'il est résolu, on est déjà à plus 21, c'est très 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 violent. L'âme de Terros, enfin, pour finir, pour 2 mana blanches et 2 incolores, il va donner à toutes les créatures que nous contrôlons +2/+2, initiative et lien de vie jusqu'à la fin du tour. On peut payer ce coup plusieurs fois potentiellement pour avoir des bonus terrifiants et obtenir des créatures dopées aux hormones. Ça peut être extrêmement violent ce que ça peut faire dans notre jeu vu la quantité de mana qu'on peut avoir.
Eh bien, puisqu'on parlait des jetons, voici nos trois premiers moteurs permettant d'en créer. Nous avons le Brigadier Puce qui permet de créer des jetons de créatures artefacts 1-1, incolore, Phyrexian et Puce avec Toxic 1. Ça veut dire que ces créatures, si jamais elles font des dégâts de combat à un joueur, ce joueur gagne automatiquement un marqueur poison. Et cela nous coûtera seulement une mana blanche et une incolore ou 2 points de vie et une incolore de créer ces jetons. Si nous avons la créature qui nous fait gagner un point de vie pour chaque arrivée d'un jeton en jeu, ça veut dire que pour un point de vie et une mana incolore, on peut créer un jeton. Et en plus, tous ces jetons, pendant notre tour, ils gagnent plus 1, plus 0 et ils ont l'initiative. Donc on obtient des 2-1 initiative, c'est quand même très sympathique. Ensuite, nous avons l'incorporation. Alors elle dit déjà que tous les jetons soldats et tous les soldats tout court d'ailleurs que nous avons auront la vigilance et en plus pour une mana blanche seulement, on va pouvoir mettre sur le champ de bataille un jeton de créature à un blanc soldat. C'est-à-dire que si on tape toute une mana blanche, on peut potentiellement mettre pas mal de soldats tous les tours comme ça. Et enfin, Prava de la Légion d'Acier, lui, il dit que pendant notre tour, tous les jetons de créatures que nous contrôlons gagnent plus 1 plus 4 et pour une mana blanche et une incolore, il crée un jeton de soldat à un blanc. Le lieur d'âme des custodies arrive en jeu avec un nombre de marqueurs plus 1 égal au nombre de toutes les autres créatures qu'il y a sur le champ de bataille, y compris celles que nos adversaires contrôlent. Il peut donc être énorme dès son arrivée. Et à chaque fois qu'on va taper une mana blanche, on va pouvoir lui retirer un marqueur plus 1 et créer un jeton de créature 1-1 blanc esprit avec le vol. Le fait qu'il ait le vol est particulièrement intéressant pour nous évidemment. Le débarquement de la Légion, c'est un enchantement. Lorsqu'il arrive en jeu, on va créer un jeton de créature 1-1 blanc vampire avec le lien de vie. Notons que le lien de vie pourra peut-être synergiser avec d'autres de nos capacités qu'on a vues précédemment. Et dès lors qu'on va attaquer avec au moins 3 créatures, on va pouvoir le transformer. Et une fois qu'il est transformé, il devient Adanto le premier fort. C'est un terrain légendaire qui soit nous donne une mana blanche quand on l'engage, soit on peut l'engager et payer une mana blanche pour créer un jeton à un blanc vampire avec le lien de vie. C'est évidemment très intéressant. Et en parlant de terrain, en voici 3 autres. Donc, la Forge Stellaire pour commencer. À chaque fois que je parle de ce terrain, je peux pas m'empêcher de penser à ce vieux jeu vidéo qui s'appelait KOTOR, Knight of the Old Republic. Je sais pas si vous vous en souvenez. Bref, petite parenthèse fermée. Donc ce terrain, on peut soit, taper une mana et l'engager, ainsi qu'engager X artefacts dégagés que nous contrôlons pour donner plus X, plus 0 à une créature ciblée que nous contrôlons jusqu'à la fin du tour. On ne peut l'activer qu'à la vitesse d'un rituel. Soit on va pouvoir engager 3 manas, engager notre terrain et créer un jeton de 2 robots artefacts. L'usine d'Urza, quant à elle, soit elle nous donne une mana, soit pour 5 mana on engage et on crée un jeton artefact de 2 incolore là encore. Enfin, les profondeurs obscures, pour une mana seulement, on va pouvoir retirer un des marqueurs glace qu'il y a dessus. Il y en a 10 au début, on va pouvoir le faire au fil du temps, on n'est pas obligé de tout faire dans le même tour. On peut payer 2-3 manas par tour par exemple, ou si on a vraiment beaucoup de mana, on peut tout enlever en un seul tour, et dès lors qu'on a tout enlevé, on doit sacrifier le terrain, et à la place, on gagne un jeton de créature nommé Marit Laguet, qui est un jeton légendaire, qui est 20-20, noir, vol et indestructible. C'est quand même très violent. Voyons maintenant deux créatures intéressantes qui sont le diable bouillant et l'entité née du charbon. Alors l'entité née du charbon coûte un petit peu cher pour ce qu'elle fait, c'est vrai, mais ça reste une 4/4 quand même. Au pire des cas, on pourra s'en servir pour combattre. En fait, grâce à notre commandeur, pour chaque mana rouge, on va pouvoir pinguer directement un adversaire en lui grignotant comme ça ses points de vie tous les tours. Et notons la remarquable synergie qu'il va y avoir avec le Sampire Clairam ou avec les Breads of Fire qui vont nous donner massivement des mana rouges à dépenser pour activer ces effets-là. Audric, maître tacticien, et les carabins du fond sont tous les deux là pour à peu près la même chose, nous permettent de pouvoir attaquer en masse sans danger. Audric va nous permettre de choisir quelles sont les créatures qui bloquent et comment elles bloquent, autrement dit pouvoir faire en sorte de ne pas perdre inutilement nos créatures. Si on décide qu'une de nos créatures devient bloquée, ce sera évidemment pour tuer la créature bloqueuse. Donc notre créature, même si elle devait mourir, on l'aura choisie et ce sera volontaire. Quant au carabin du front, c'est encore mieux puisque lui va donner l'indestructible à toutes nos créatures dès lors qu'on attaque avec au moins 3 créatures dont le carabin du front bien entendu. Alors si on a les deux ensemble en jeu, ça devient extrêmement puissant, évidemment, comme vous vous en doutez. Et on finit ce chapitre avec ces deux cartes qui n'ont pas de rapport entre elles, mais qui sont toutes les deux très intéressantes dans un plan d'agression, évidemment. Le mythe réalisé, c'est un enchantement qui va rapidement grossir en marqueur sapiens, puisque pour chaque mana blanche, on peut en rajouter en plus de ce qui se met naturellement quand on lance des sorts non créatures. Et pour une mana blanche, ça va devenir une créature XX, X étant le nombre de marqueurs qu'il y a dessus. Donc rapidement, ça peut devenir une créature très très grosse qui mettra des bonnes tartes. Et surtout, en cas de destruction de masse des créatures, l'enchantement restera en jeu, ce qui là encore une fois est très intéressant, évidemment. La pointe de Katut, c'est un artefact redoutable. Il s'équipera seulement pour une mana grâce à notre commandeur. Et donc ça veut dire que pour une mana, on peut le mettre sur un de nos jetons, attaquer avec, il aura le contact mortel
L'adversaire sera très fortement incité à bloquer puisque si jamais la créature le touche, il perdra la moitié de ses points de vie et s'il bloque, comme notre créature aura le contact mortel, il perdra sa créature bloqueuse. C'est extrêmement intéressant dans notre plan de jeu. On va commencer par ces 2 cartes qui se ressemblent un petit peu dans leur, but, en tout cas, si ce n'est dans leur mécanique. Joshua, c'est une créature qui, lorsqu'elle arrive en jeu, nous permet de défausser jusqu'à 2 cartes pour piocher autant de cartes qu'on en a défaussées. Ça peut être un moyen de mettre la gloire dans notre cimetière, souvenez-vous. Pour une mana blanche, une mana rouge et une incolore, grâce à notre commandeur, on peut exiler Joshua et le renvoyer sur le champ de bataille transformé. Alors ce sera une saga. Les 2 premiers chapitres, disent qu'il va faire 2 points de dégâts à chaque adversaire. Comme il a le lien de vie, on va gagner autant de points de vie, donc à 4 joueurs, on gagne 6 points de vie par chapitre et au troisième chapitre, on va pouvoir renvoyer n'importe quel nombre de créatures de notre cimetière directement en jeu, du moment que la valeur totale de mana ne dépasse pas 6, donc soit une créature à 6, 2 créatures à 3, une créature à 4 et une créature à 2, et cetera. Le galion, quant à lui, c'est un véhicule, hein. Quand il devient piloté, il faut 4 en pilotage, c'est un peu beaucoup, mais ça se fait quand même. Il devient une 2-10, donc ce sera normalement assez facile de le faire suivre à une attaque si ça se passe en début de partie ou si on choisit bien notre adversaire. Et dans ce cas-là, il va revenir sur le champ de bataille à la fin du combat, parce qu'on va l'exiler et le renvoyer en jeu sous la forme d'un terrain. Ce terrain, soit on l'engage pour une mana, soit on l'engage et on paye une mana pour pouvoir piocher une carte et se défausser d'une carte. Notons que ça aussi, ça permet de mettre la gloire dans notre cimetière. Soit pour 2 mana, on pioche une carte, ce que je trouve déjà très très sympathique, et pour 4 mana, on peut renvoyer n'importe quelle carte ciblée depuis notre cimetière dans notre main. N'importe quelle carte, pas forcément qu'une créature. Ça peut être un terrain, ça peut être un rituel, un éphémère, ce que l'on veut. Ces 3 artefacts ont pour but de pouvoir copier les capacités qu'on va déclencher sur nos créatures. Le manteau de l'ombre et l'épée des parrains nécessitent que la créature s'engage pour activer sa capacité. On va les utiliser pour pouvoir dégager la créature et recommencer. À chaque fois, la capacité coûterait normalement 3 mana incolores, mais grâce à notre commandeur, ça ne nous coûtera qu'une mana incolore. Donc pour une mana incolore, on peut dégager une créature que nous contrôlons et la réutiliser une nouvelle fois. Notons la synergie très intéressante avec Plark par exemple, qui nous permettra de pouvoir comme ça lancer pas mal de sorts gratuitement tous les tours. Enfin, on va les payer au final, mais des sorts qui n'étaient pas dans notre main au départ. Les bracelets illusionnistes sont beaucoup plus puissants parce qu'ils vont permettre de pouvoir copier la capacité activée d'une créature, même si c'est pas une capacité qui nécessite d'engager la créature. Donc là, on va pouvoir faire des effets vraiment très puissants. Et encore une fois, le coût d'équipement étant que de 1 grâce à notre commandeur, l'artefact sera souvent utilisé dès qu'il arrive en jeu. La capote des Mornonimes, c'est un artefact qui sort sur 2, s'équipe sur 2 grâce à notre commandeur, dit que la créature équipée gagne +2/+2 à intimidation et à un zombie noir. Ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par des créatures qui partagent une couleur avec elle ou sont des artefacts, donc que des créatures noires ou artefacts en l'occurrence. Mais surtout, elle dit qu'à chaque fois qu'une créature non jeton est mise dans notre cimetière depuis le champ de bataille, on peut payer 2 mana grâce à notre commandeur et si on fait ainsi, on va pouvoir renvoyer cette carte sur le champ de bataille et lui attacher la capote de mort d'énigme. C'est extrêmement puissant parce que c'est pas forcément la créature équipée qui est protégée par cet effet, c'est n'importe quelle créature qui meurt sur le champ de bataille. Le parchemin du destin, quant à lui, il est très intéressant avec notre commandeur. Pourquoi? Alors d'abord, on va pouvoir engager cet artefact à tout moment, donc pendant le tour d'un adversaire par exemple, pour mettre une carte de notre main face cachée en jeu, ça devient une créature 2/2 qui a donc été manifestée. Et on peut la retourner face visible à tout moment pour son coup de mana si c'est une carte de créature. Évidemment, son coup de mana, vu que là ce sera une activation d'une capacité, coûtera 2 mana de moins. Donc si c'est une créature qui à la base coûtait par exemple une blanche et 2 incolores, ça nous coûtera seulement une blanche de la retourner face visible. Et évidemment, nos adversaires ne sauront pas ce qu'on a joué puisqu'elles sont face cachée, on pourra les retourner plus tard en effet de surprise. Ça a plein d'effets très très intéressants, très amusants et très fun. J'aime vraiment beaucoup cette carte, hormis le fait que ça réduit concrètement de 2 mana incolores le coût de lancement de nos créatures. Nous allons finir ce chapitre avec ces 3 cartes, le tournevis laser, la baguette du chaos et le fouet du brétailleur qui font plein de choses, c'est très très amusant, vous allez voir. Le tournevis laser d'abord, il peut nous donner mana de n'importe quelle couleur lorsqu'on l'engage, donc ça c'est très très bien. Pour une mana, on peut l'engager et engager un artefact ciblé, bon ce sera rarement utile mais ça reste intéressant quand même. Pour une mana seulement grâce à notre commandeur, on peut faire surveiller un, autrement dit on prend la carte du dessus de notre bibliothèque, on la regarde, on peut soit la remettre dessus, soit la mettre au cimetière. Ça peut être un moyen de mettre la gloire au cimetière, petite parenthèse. Et enfin, pour sa dernière capacité, il ne nous coûtera qu'une mana incolore seulement. Pour une mana incolore, on peut l'engager et inciter une créature ciblée. Celle-ci sera alors obligée d'attaquer au tour du joueur qui la contrôle. Et si c'est possible, elle devra attaquer un autre joueur que nous-mêmes. Ça nous permet donc de nous protéger contre une menace importante d'un adversaire. C'est vraiment très intéressant pour seulement une mana. La baguette du chaos, ça coûtera que 2 mana de l'activer seulement grâce à notre commandeur. On va exiler les cartes du dessus de la bibliothèque d'un joueur ciblé jusqu'à ce qu'on exile une carte d'éphémère ou de rituel. Et on pourra
pourra lancer cette carte sans payer son coup de mana. Nous mettrons toutes les cartes exilées qui n'ont pas été lancées de cette manière au-dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc si jamais le sort révélé ne nous intéresse pas, on n'est pas obligé de le jouer, il repartira sous la bibliothèque de son contrôleur. Le fouet de Breteyer, c'est un équipement qui donne la portée à la créature équipée, ce qui est déjà assez intéressant en soi, et qui dit que pour une mana, on peut engager la créature et grâce à ça, engager un artefact ou une créature ciblée. Et pour 6 mana, on va pouvoir l'engager et faire découvrir 10, c'est-à-dire exiler les cartes du dessus de notre bibliothèque jusqu'à ce qu'on exile une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 10, et on pourra lancer cette carte sans payer son coût de mana ou la mettre dans notre main et on mettra tout le reste sous notre bibliothèque. Et je vais finir en rajoutant ça quand même, une petite combo. Il y en a plein dans le deck en fait, hein, des synergies, des combos. Vous verrez ce deck il est très très riche là-dedans. De toute façon le commandeur se prête à ça, hein, clairement. Celle-ci est assez triviale en vérité, mais je la trouve assez marrante et forte, évidemment. Le monolithe de basalte va nous donner une infinité de mana, parce qu'à chaque fois qu'on l'engage, il nous en donne 3 et on le dégage pour seulement une mana grâce à notre commandeur. Donc on a une infinité de mana incolore. Avec le manteau d'ombre, on peut dégager donc une créature de façon infinie, ça nous coûte qu'une mana à chaque fois, hein, donc si on fait un cycle en tapant le monolithe, on l'engage, on gagne 3 mana, pour une mana on le détape, il nous en reste 2, on utilise une pour dégager le manteau d'ombre, il nous restera même une mana supplémentaire pour faire autre chose éventuellement. Et la créature équipée, on va ensuite utiliser la deuxième capacité du fouet de Breteyer. Comme on a une infinité de mana, c'est pas un problème d'en payer 6 pour faire découvrir 10. Et en fait, comme découvrir ne touche pas les terrains, ça veut dire que potentiellement on va pouvoir jouer tous les sorts de notre bibliothèque, garder en main ceux qu'on n'a pas envie de jouer parce qu'on les met soit dans notre main, soit on les lance, et tous les terrains resteront dans la bibliothèque. Donc en plus, on ne va pas perdre à la pioche puisque notre bibliothèque ne va pas se vider complètement. C'est vraiment très très fort. En général, ça nous donnera la victoire dans le tour qui suit si un adversaire n'a pas la carte adéquate en main. Et des synergies comme ça, il y en a plein dans le jeu, vraiment beaucoup, explorez-le, il est très amusant à jouer. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, on reste en mode de jeu amical avec ce commandeur, mais c'est pas vraiment du casual. On est déjà dans un certain niveau de jeu assez violent pour ce commandeur malgré tout. Il y a beaucoup de combos et de boucles qui peuvent vraiment faire des dégâts très très rapidement. Malgré tout, je l'ai construit de façon à ce qu'il soit pas trop violent, ça reste jouable entre amis. Heu, il est très amusant à jouer parce qu'il y a plein de petites synergies dans tous les sens. On a toujours des choses à faire tous les tours grâce à ce commandeur. Vraiment, il est très, très amusant. Je vous engage et je vous invite à l'essayer. Je suis Sir Galad, il est temps pour moi de me dégager et de vous souhaiter à tous bon jeu en espérant que vous aurez aimé cette vidéo. Pensez bien entendu à la liker, la partager et la commenter, ça me fait toujours très plaisir.